La mort d'un enfant est le plus affreux des drames pour les parents qui la vivent généralement avec un profond sentiment d'injustice. Elle les plonge dans le plus grand désarroi et provoque un ébranlement émotionnel considérable, surtout lorsqu'elle survient de façon brutale, inattendue et incompréhensible, maladie foudroyante, accident, suicide, crime. Chers amis, bonjour. Le samedi 24 novembre 1923, vers 16 heures, un taxi dans lequel se trouve un tout jeune homme, presque un enfant, s'arrête à la hauteur du 126 boulevard de Magenta à Paris. Le chauffeur ayant vu dans son rétroviseur que son passager s'était affaissé sur son siège. Il constata alors qu'il avait été atteint d'une balle dans la tête. 2 heures plus tard, il décédait à l'hôpital Lariboisière, anonymement. Ce n'est que le lendemain que sa mère, en lisant dans le Petit Parisien un entrefilet relatant ce que l'on annonçait comme un suicide, poussa un cri d'effroi. Elle eut en effet aussitôt le sentiment qu'il s'agissait de son fils, Philippe. 4 jours plus tard, le drame faisait la une de tous les journaux et allait très vite bouleverser la France entière, car l'enfant en question n'était autre que le petit-fils de l'immense romancier et poète Alphonse Daudet, auteur d'une œuvre éternelle et flamboyante, Les Lettres de Montmoulin, et le fils de Léon Daudet, fameux polémiste et futur député nationaliste. Elle reste aujourd'hui encore l'une des énigmes les plus sombres et les plus douloureuses de cette Troisième République qui n'en a pas manqué. Les polémiques les plus virulentes l'émaillèrent et perdurèrent de nombreuses années, ainsi que les haines endémiques, les débordements verbaux, les outrances, les passions politiques exacerbées. Aujourd'hui, ce que l'on a appelé l'affaire Philippe Daudet garde encore tout son mystère. Mais c'est avec sérénité et objectivité que l'on peut l'évoquer désormais en essayant de comprendre ce qui s'est vraiment passé ce 24 novembre et de démêler, ou de tenter de démêler, le vrai du faux, sans oublier surtout que la victime était un enfant sensible et tourmenté. Daudet, le nom est immense grâce à Alphonse et à sa plume alerte. Il est dérivé du prénom Déodat, d'origine latine, qui regroupait des mots latins deus et datus, ce qui signifie don de Dieu, comme aimait le rappelait en riant Alphonse Daudet. En toute hypothèse, c'est un très ancien nom du sud de la France, et les Daudet, dont nous parlerons aujourd'hui, étaient une vieille famille catholique et monarchiste, une famille aux hautes valeurs morales et humaines, partageant les mêmes idées dans tous les domaines, la même vision du monde et de la société. Une famille très unie et même soudée, tout au moins jusqu'en 1894, l'année où éclata la fameuse affaire Dreyfus, qui bouleversa la société française. L'affaire Dreyfus, faut-il le rappeler, c'est au début l'arrestation d'un capitaine, Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage, condamné à l'unanimité par le Conseil de guerre à la dégradation militaire et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, sur l'île du Diable, au large des côtes de Guyane. Aucune preuve tangible de sa culpabilité n'est apportée, mais cet officier est juif, ce qui vaut toutes les preuves du monde.
Émile Zola, le premier, se mobilisa contre cette injustice flagrante, et rapidement l'affaire Dreyfus divisa les Parisiens et bientôt tous les Français, au sein même des familles, bourgeoises comme ouvrières. La zizanie s'installa. La famille Alphonse Daudet n'échappe pas à cette profonde déchirure de la société française. Léon Daudet, l'aîné de la famille, et sa mère étaient anti-dreyfusards. Ils croyaient en la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Lucien, le second fils d'Alphonse, ami de Jean Cocteau et de Marcel Proust, ainsi qu'Ernest, le plus jeune fils, défendait Dreyfus. Alphonse Daudet était entre les deux, adoptant une position neutre. Il était à la fois l'ami d'Émile Zola, le plus ardent défenseur de Dreyfus, et d'Édouard Drummond, fondateur de la Libre Parole, journal catholique et antisémite, et il jouissait du respect et de l'affection de l'un comme de l'autre. Alphonse faisait en quelque sorte l'unanimité autour de lui, comme on put le constater à sa mort en 1897, en plein milieu de l'affaire. Son cercueil fut porté par Zola et par Drummond, les deux ennemis jurés qui se retrouvaient unis dans la même douleur. Dans un texte très émouvant qu'il publia le jour même des obsèques, Zola écrivit: « Mes mains sont pleines de couronnes, et j'ai des fleurs sans nombre à déposer sur ce tombeau où va dormir Alphonse Daudet, l'ami tendrement aimé, le grand écrivain, le grand romancier que pleure la patrie française. Ces fleurs-ci, les premières, ce sont celles de tous ceux qui l'ont connu, approché, qui ont vécu dans son intimité fraternelle. » Alphonse Daudet disparut, la famille Daudet allait entrer dans une zone de turbulence déclenchée par son automnier, Léon Daudet, révolté contre une troisième république qu'il jugeait corrompue et vénale. Et il faut bien reconnaître que son courroux était quelquefois justifié, même si tous les hommes politiques n'étaient pas des voyous ou des pourris, comme il affirmait. Parti de la gauche de l'échiquier politique, d'abord journaliste, puis élu député, il avait été l'ami de Georges Hugo, petit-fils de Victor Hugo, le grand homme respecté par toute la famille Daudet. Mais celui auquel Léon Daudet, à 20 ans, voua un véritable culte, c'est Léon Gambetta. Pour lui, il avait été un républicain intransigeant, épris d'ordre et trahi par les politiciens de cette troisième république qu'il avait portée sur les fonds baptismaux. En 1891, Léon épousa Jeanne Hugo, la petite fille de Victor Hugo, que le poète célébrera dans L'Art d'être grand-père. Ce fut un mariage civil, car Jeanne n'était pas baptisée, son grand-père ayant formellement interdit que ses petits-enfants le soient. Les relations du couple se détériorèrent rapidement, car Léon était un invétéré coureur de jupons, et Jeanne finira par le quitter, ce qui affectera beaucoup Alphonse Daudet. Le divorce sera prononcé en 1895, et en 1903, Léon épouse sa cousine germaine, Marthe Allard, qui lui donnera 3 enfants, dont Philippe en 1909. Marthe et Léon s'entendront merveilleusement, au point que, dans les salons, on verra bientôt apparaître ce nom composé, Marthe et Léon, pour désigner le couple. La vie de Léon sera, jusqu'à sa mort en 1942, intimement liée à celle de sa femme, qui signera Pompille, des articles culinaires et publiera sous ce pseudonyme plusieurs livres.
Peu de temps après son mariage, Léon commença à fréquenter régulièrement Maurice Barrès, Charles Maurras et Léon de Montesquieu, des hommes de la droite la plus extrême, et à écrire dans des journaux qui fustigent les politiciens qu'il estime corrompus. En 1904, il saute le pas en adhérant avec Marthe à l'Action française, jeune mouvement royaliste créé par le poète Martégal, membre du Félibrige, Charles Maurras. De 1908 à 1914, il est de toutes les manifestations et de toutes les bagarres, aux côtés des fameux Camelots du Roi, dont le rôle était à l'origine de vendre les numéros du journal de l'Action française. Il est alors très souvent passé à tabac par la police. D'après ses proches, son visage ressemblait à cette époque à une boule d'ébène à la sauce tomate. Il termine généralement ses soirées dans les postes de police. Enfin, au sein du Bloc national, regroupant toutes les composantes de la droite, il se présente aux élections législatives de 1919 et il est élu député. Il siège dans la fameuse Chambre Bleu Horizon, qui comptera 437 députés de droite sur 613. À l'Assemblée, il s'impose très vite par sa faconde, ses bons mots, ses répliques cinglantes. Il devient la coqueluche de la presse, suspendue à ses lèvres dès qu'il parle et qui reprend systématiquement à la une ses formules choc qui tuent. « Laissez-moi travailler !» lui jette un député. « À quoi ?» lui répondit-il. « Je repousse vos calomnies du pied !» s'indigne Alexandre Millerand. « Du pied que je vous envoie dans le derrière !» réplique tout de go Léon. Ce n'est certes pas d'une grande finesse, mais la chambre hurle de rire et les journalistes se régalent. Léon Daudet excelle dans le rôle du fou du roi. Mais il se fait grave quand il dénonce le réarmement allemand. Pour Xavier Vallat, il fut la personnalité la plus puissante de la Chambre Bleu Horizon, mais il n'en est pas moins trop souvent aussi outrancier, coléreux, grossier et injuste. C'était un bohémique de tout, de la plume, de la table, du langage, de la vie. Il n'épargne personne, ni ses opposants, ni même quelquefois ses amis, et ses portraits à charge de nos hommes politiques sont souvent savoureux. L'une de ces bêtes noires, c'est Aristide Briand, tête de file des socialistes français, nommé président du Conseil en 1922, et qui était le principal promoteur d'une politique d'entente avec l'ennemi d'hier. Léon Daudet va contribuer puissamment à le renverser. En revanche, contre l'avis de Maurras, il soutiendra Georges Clemenceau, en particulier lorsque celui-ci posera sa candidature à la présidence de la République. Au début de l'année 1923, Raymond Poincaré, président du Conseil, fait occuper la Roure, en dépit de l'opposition britannique, afin de contrôler les activités des usines et des mines de la région. Il est alors attaqué par la gauche, pour laquelle il est l'homme du militarisme et de la petite bourgeoisie, mais il est applaudi par la droite et félicité par Daudet, qui pourtant le traitait quelques mois plus tôt de larve de portefeuille. Mais la lune de miel entre les deux hommes sera de courte durée. Le 15 juin, à la suite d'un acte de violence commis par les Camelots du Roi contre deux députés de gauche qui se rendaient à une manifestation contre l'occupation de la Roure, Poincaré fait entamer des poursuites contre le mouvement royaliste qui utilise la violence comme instrument politique. Ce n'est pas acceptable aux yeux de Daudet. Il faut dire toutefois
qu'en ces temps agités, la violence n'était pas l'apanage du mouvement royaliste, comme nous le verrons un peu plus tard avec l'affaire Soleilland. Mais l'année 1923, ce fut surtout, pour Léon Daudet, l'année désastreuse de la mort de son fils Philippe, objet de notre rencontre de ce jour. Avant d'en venir aux faits, il est nécessaire de mieux connaître Philippe Daudet, l'enfant de ce diable d'homme, un enfant sensible et doux, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il eut une adolescence difficile et chaotique. Les expériences malheureuses lors de l'enfance font des marques imprimées dans notre cerveau, des fissures d'incompréhension, des abîmes d'insécurité et des souvenirs parfois chargés de rancœur qui déterminent en grande partie la vie de l'adolescent futur, puis de l'adulte. Le stress, dont souffrent de plus en plus de personnes tout au long de leur vie, en particulier à notre époque, et que nous avons tous connu plus ou moins à une période difficile de notre existence, n'est certes pas une fatalité, mais même si on croit l'avoir surmonté, il est toujours là et se manifeste dès notre naissance. Un nouveau-né dont on ne s'occupe pas quand il pleure, pour quelque raison que ce soit, tout comme un bébé qui ne reçoit pas de câlin ni d'affection, ressent ce phénomène d'angoisse aux conséquences tant physiques qu'émotionnelles. Il en est de même pour les animaux. L'enfant, s'il reçoit une éducation, aussi bonne soit-elle, mais influencée par des progéniteurs autoritaires, est soumis à une forte pression. Ce fut le cas pour Philippe. Si sa mère était douce et compréhensive, son père était autoritaire et n'admettait pas les moindres incartades de son fils, même si l'on ne peut nier l'amour qu'il lui portait. Avec un enfant hypersensible, il obtint par son attitude le contraire de ce qu'il souhaitait, et il ne prit pas conscience de ses erreurs. Philippe est né en décembre 1909. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je précise qu'il était Capricorne, ascendant Scorpion. En besoin affectif constant, il cherchera durant toute sa petite enfance un modèle à sa portée et se tourna bien évidemment d'abord vers son père. Mais ce qu'il trouve, c'est un sphinx monumental et pyramidal, une grosse boule d'énergie à l'ardeur enflammée et qui ne le voit même pas. Dès sa prime enfance, Philippe sent bien que chacun de ses pas, chacun de ses mots, de ses choix, même anodins, sont analysés et le plus souvent sanctionnés, ce qui le met dans un état constant d'insécurité et le plonge dans le stress et l'anxiété. Alors, en réaction, il a des velléités de révolte qui se manifesteront notamment par des crises récurrentes d'épilepsie et des fugues fréquentes sur lesquelles nous reviendrons. Cependant, l'idée même de sortir de cette zone d'influence, mais aussi de confort représentée par sa mère, lui fait terriblement peur. Il a peur de la punition, évidemment, mais aussi de décevoir ses progéniteurs. Tout cela génère encore plus de stress et fait monter en lui, à des niveaux très élevés, cortisol et adrénaline. Force est de constater qu'avec son éducation autoritaire, Léon exerça sur son fils, sans doute sans le vouloir, le pouvoir de la terreur. Même s'il ne fut pas un enfant martyr, loin de là, et qu'il vécut de très bons moments avec son père,
Philippe ne sortit pas indemne de cette éducation inadaptée à son tempérament et dont les conséquences furent catastrophiques. Son refuge, c'était la lecture. Celle d'abord des œuvres savoureuses de son grand-père qu'il chérissait, bien que ne l'ayant pas connu, à commencer par les lettres de Montmoulin. Mais son livre de chevet, celui qu'il ne quittait pas et relisait régulièrement, c'est Le Petit Chose, le premier roman d'Alphonse Daudet. Le Petit Chose, c'est l'histoire d'un petit provincial pauvre et fragile dont la vie est semée d'embûches depuis son enfance jusqu'à sa maturité. Il est vraisemblable que Philippe s'identifiait au héros malheureux du roman, Daniel Essette. Cette sorte d'éducation sentimentale avant l'heure semblait s'adresser particulièrement à lui. Daniel, c'est un peu Philippe. Un enfant à l'âme romantique qui ne parviendra jamais à devenir un homme, un enfant martyrisé par ses camarades à l'école et qui plus tard exercera l'horrible métier de pion. On l'appellera alors le Petit Chose. Ce roman était en grande partie autobiographique et nous montre qu'Alphonse Daudet, enfant, fut lui aussi harcelé par ses camarades de classe. Voici un petit extrait significatif du début du roman, dans lequel Daniel Essette évoque son père. J'avais 6 ou 7 ans. À la maison, mon père devint terrible. C'était dans l'habitude une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la cause, la casse et les tonnerres. Au fond, un excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l'impétueux besoin de donner le tremblement à tout ce qui l'entourait. Au lieu de l'abattre, la mauvaise fortune l'exaspérait. Du soir au matin, il était pris d'une colère formidable, et ne sachant à qui s'en prendre, s'attaquait à tout, au soleil, au Mistral, à moi, à la vieille Anou, la cuisinière, à la Révolution. Oh, surtout à la Révolution. Philippe retrouvait son père dans ce portrait, à une nuance près. Léon Daudet s'en prenait à tout, et surtout à la République. Vers l'âge de 10 ou 11 ans, Philippe accompagne ses parents en Provence, qu'il ne connaissait qu'à travers les lettres de Montmoulin de son grand-père. Il est aussitôt séduit par les paysages, les garrigues avec ses champs de pierre couleur de rouille, comme roussis par le soleil, ses pins fièrement dressés, ces torrents tumultueux, ces cigales qui crient bruyamment, ces senteurs de lavande et de romarin. Près du célèbre moulin de son grand-père, il croise une noce qu'il se rend en procession à l'église Saint-Pierre-Esselien de Fontvieille. Le garçon d'honneur ouvre la marche, la poitrine couverte d'un bouquet en pyramide, le chapeau garni de rubans de 1000 couleurs. Puis suivent les jeunes mariés tout attendris, et leurs pères et mères, ensuite des vieux riant dans leurs barbes grises, et de grosses mémères épanouies de satisfaction. Un peu plus loin, au milieu d'un pré, une paire de vieux danse joyeusement. Le ménétrier, debout sur une tonne, souffle dans son galoubet. Ses grosses joues rouges gonflées jusqu'aux oreilles, le nez pourpre et les yeux à fleur de tête. Autour d'eux, on riait, on trinquait, le vin coulait à flots. Comme il regardait sa mère d'un air interrogateur, celle-ci lui dit en souriant: « C'est un vieux couple qui célèbre leurs noces d'or. »
Et comme il continuait à la regarder avec des yeux ronds, elle ajouta en souriant: leurs 50 ans de mariage. Chacun battait la mesure. Les deux vieux, les bras en l'air, valsaient la face riante, et les bambins réunis autour d'eux poussaient des cris de joie qui montaient jusqu'au ciel. C'était merveilleux de voir ces choses. Tout le monde était heureux et faisait la fête dans un climat de fraternité, toutes générations, classes sociales et opinions politiques confondues. Ce gros monsieur-là, avec son écharpe tricolore, c'est le maire, crut bon de préciser Marthe. C'est un socialiste, un vrai de vrai, mais sa femme, à ses côtés, est légitimiste. Et le jeune conscrit qui chante à tue-tête, c'est leur fils. Il est bonapartiste et ne fait que rêver de gloire militaire. C'est là sans doute le miracle de la Provence. À Paris, songe l'enfant, tout le monde a l'air triste et fait grise mine. On sent de la méfiance, voire de l'hostilité dans le regard des gens, et même des enfants de son âge. Philippe soupire. Il n'a que 10 ans, mais il semble déjà sûr d'une chose. Il ne parviendra jamais à s'intégrer au sein de ses camarades et de ses maîtres, et dans cette société parisienne triste et méchante, face à celle-ci, il restera toujours sur la défensive. Venons-en à présent aux fréquentes fugues de Philippe en quête de liberté, comme la petite chèvre de M. Seguin, en dépit des multiples dangers et de tous les loups prêts à le dévorer. En juin 1921, à l'âge de 12 ans, il fait une première fugue. Dévoré d'inquiétude, sa mère apprend par un camarade de son fils que Philippe était parti pour Marseille. Comme le jeune Jean Cocteau en 1907, à l'âge de 17 ans, lui aussi fuyant sa famille. Marseille représentée dans l'inconscient collectif, et plus encore sans doute dans les adolescents, la porte ouverte sur le vaste monde et la liberté. Dans la cité phocéenne, Philippe pêchait tranquillement au soleil, aux pierres blanches, et comptait dormir à la belle étoile sur les plages du Prado. Puis, soudain, prenant sans doute conscience du mal qu'il pouvait causer à ses parents, il s'était précipité chez des amis de sa famille. Son oncle, Jacques Allard, le ramena à Paris, comme l'oncle de Jean Cocteau avait ramené le futur prince des poètes. Il retrouva ses parents, fous d'angoisse. Sa mère le prit aussitôt dans ses bras en sanglotant, sans lui faire le moindre reproche. Philippe lui demanda pardon et s'apprêta, en tremblant, à affronter son père. Il craignait son courroux, mais Léon resta étonnamment calme et l'embrassa à son tour. L'année suivante, il fugue encore à 2 reprises. Désormais, il allait être surveillé de très près. Son père décida tout d'abord d'organiser son emploi du temps et de le faire sortir le plus souvent possible pour rompre son isolement, car Philippe était solitaire et n'avait pratiquement aucun camarade de son âge. Mais ces sorties se faisaient sous l'étroite surveillance de ses parents. Chaque dimanche, Léon l'emmena avec lui présenta ses amis politiques et leurs enfants, et le fit asseoir au premier rang lors de ses meetings politiques. Très vite, Philippe se sentit mal à l'aise. Il avait l'impression d'étouffer, mais dissimuler ses sentiments. Pour les vacances, Marthe prit l'habitude de l'emmener en Bretagne, au Poulignan,
et le surveillait comme le lait sur le feu. Malgré sa douceur et toutes ses attentions, Philippe souffrait de sa présence continuelle. Marthe devint sans doute inconsciemment une mère toxique, comme disent les psychologues, en créant avec son fils des relations fusionnelles qui augmentaient la confusion dans la tête de Philippe. Du fait de cette omniprésence de ses parents, qu'il ressentait de plus en plus comme un carcan, tout allait s'obscurcir dans sa tête, comme, à la tombée de la nuit, le ciel s'était obscurci au-dessus de la tête de la petite chèvre de M. Seguin, augurant le danger imminent. À Paris, dès le mois de janvier de l'année 1923, Henri Delair, un employé de son père, venait le chercher chez lui pour le conduire à l'école Bossuet, rue Guinemer, dans le 6e arrondissement, tandis que Marthe, ou Charles Daudet, le fils du premier mariage de Léon Daudet avec Jeanne Hugo, allait le récupérer à la fin des cours. Toujours dans le but de le surveiller de près, Léon Daudet le fait admettre en février chez les camelots du roi. Selon lui, ça lui mettra du plomb dans la tête et le confortera à la réalité du monde et de la vie quotidienne. Autant qu'il est la cible de ses camarades au lycée, subissant d'incessants quolibets et de multiples rudoiements parce qu'il est le fils de son père, autant il est respecté et ménagé pour la même raison. Mais il est encore mal à l'aise, encore plus mal à l'aise, et écrasé par l'aura immense de Léon. À la demande de celui-ci, il est par ailleurs étroitement encadré par la garde rapprochée des camelots. Mais ce monde politique violent dans lequel il se trouve subitement plongé est à 100 lieues de son propre monde. Il a l'impression d'être un extraterrestre, débarquant sur une planète inconnue et hostile. La violence, elle est partout chez les camelots du roi, mais elle est aussi partout chez les autres groupes politiques de l'époque. Depuis 4 ans déjà, les camelots s'opposaient directement, d'abord verbalement, puis on en venait généralement aux mains, à une autre organisation politique de jeunes qui se reconnaissait dans les idées du Parti communiste français et dont l'idéal était la dictature du prolétariat, et son modèle, la Russie de Lénine. Il s'agissait de la Fédération nationale des jeunesses communistes, dirigée notamment par Maurice Laporte et Jacques Doriot, qui dériveront en 1925 vers l'extrême droite. On s'affrontait donc dans la rue, j'allais presque dire joyeusement, pour le moindre motif, souvent le plus futile, et qui n'était même pas, je dirais, lié directement à la politique. Je ne prendrai qu'un seul exemple, assez significatif me semble-t-il. Au mois d'août, une équipe de terrassiers qui creusait la terre pour l'aménagement d'un fournil découvre 5 squelettes au coin de la rue d'Amesne et de la rue Bourgeon, dans le quartier de la Maison Blanche du 13e arrondissement. Ils se trouvaient dans une caisse de bois vermoulu à moins d'1 mètre du sol. Ce sont apparemment des ossements de femmes, et ils se situent exactement au-dessous de la baraque d'un garagiste, un certain Jules Albert Soleiland, mort depuis 2 ans, et qui avait la réputation d'être un satyre. Il avait été jugé en 1907 pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une fillette de 11 ans. L'affaire avait à l'époque suscité un vif émoi populaire à Paris. Était-on, disaient certains, sur la piste d'une nouvelle affaire Landru? Cet Albert Soleiland avait été condamné à mort à l'issue de son procès, mais gracié par le président de la République, Armand Fallières,
ce qui avait déchaîné la colère populaire. 74% des Parisiens, d'après un sondage organisé par le Petit Parisien, étaient pour la peine de mort, et celle-ci avait été commuée en travaux forcés à perpétuité. Soleilland mourut au bagne en mai 1920. Cette grâce accordée par le président Fallières de façon systématique à tous les condamnés à mort avait fait l'objet de vives attaques à l'Assemblée, venant surtout de la droite. Elle aura indirectement pour conséquence de repousser de trois quarts de siècle l'abolition de la peine de mort, alors débattue au Parlement et portée par Jean Jaurès et Aristide Briand. La découverte de ces squelettes relança cette affaire Soleilland, vieille de plus de 16 ans. Les Camelots du Roi, en août 1923, arpentèrent les rues de la capitale pour protester contre la grâce accordée à l'époque au pire des criminels et pour défendre la peine de mort, toujours dans la ligne de mire des abolitionnistes de gauche. Mais un coup d'éclat relança l'affaire de cette découverte morbide. Monsieur Petit, un vieux monsieur de 83 ans, considéré comme l'un des anciens habitants, les plus anciens habitants du quartier, raconta à la presse qu'une partie des glorieux combats de la Commune de Paris avait eu lieu en ce point précis de Paris. Du haut lieu du parc Montsouris, les Versaillais tiraient sur la vallée de la Bièvre et la Maison Blanche. Il y eut de nombreux morts du côté du peuple. Le père d'un communard décédé depuis peu de temps y fut tué, ainsi que sa sœur. Les ossements qu'on vient de trouver appartiennent vraisemblablement aux morts de 1871. Aussitôt, ce témoignage publié par la presse, la Fédération des jeunesses communistes, ainsi que de nombreux jeunes anarchistes, descendirent dans la rue, en criant haut et fort que l'on avait retrouvé les restes glorieux des vaillants combattants de la Commune, assassinés par les Versaillais, et pieusement enterrés côte à côte par des amis obscurs et reconnaissants. On ne peut nier que l'hypothèse tenait la route. La rencontre avec les Camelots du Roi, qui ne l'acceptaient pas, fut explosive, et il en résulta de nombreuses bagarres et quelques blessés. Aux premières loges, Philippe assista à ces affrontements d'une rare intensité avec consternation. Non, décidément, toute cette violence n'était pas de son goût. Et dès le lendemain, prenant son courage à deux mains, il aurait demandé à son père l'autorisation de ne plus participer aux manifestations des Camelots du Roi. Selon certains, ce serait à partir de ce moment-là qu'il se serait rapproché des idées des mouvements anarchistes. Mais Léon Daudet fit la sourde oreille. Il ne vit rien, ou peut-être il feignit de ne rien voir. Quelques mois plus tard, éclata la désastreuse affaire de la mort de Philippe. Le 20 novembre, donc, comme tous les jours, à 7 heures du matin, Philippe partit à l'école. Depuis quelques jours, Henri Delair étant malade, il ne l'accompagnait plus et la surveillance sembla se relâcher. Philippe se rendit donc seul à l'école ce 20 novembre. Quand Marthe vint le chercher à la sortie, elle apprit par le concierge que Philippe ne s'était pas présenté à l'école. Et en rentrant chez elle, elle constata que les 1700 francs que son fils conservait dans une enveloppe avaient disparu. Ah, le doute n'était plus permis. C'était une fugue, une nouvelle fugue. Une fugue de plus. La famille se mobilise pour le rechercher, mais en vain. 3 jours après, toujours aucun signe, aucune information, même du midi. Ah, la situation devient alarmante.
Au cours de la soirée du samedi 24 novembre, dans le salon de l'appartement de Marthe et de Léon, rue Saint-Guillaume, toute la famille Daudet au grand complet est réunie. La grand-mère, Madame Alphonse Daudet, entoure de ses bras tendrement affectueux ses petits-enfants, Claire et François, la sœur et le frère de Philippe, réfugiés contre elle. L'oncle Lucien ne dit mot, perdu dans ses pensées. L'inquiétude a cédé le pas à l'angoisse. Léon Daudet tente de rassurer son épouse. « Mon ami, il ne peut s'agir que d'une fugue qui aura duré plus longtemps que la précédente. » Marthe prend alors le bras de son mari, se serre contre lui et lui dit à voix basse, comme si elle ne voulait pas que les autres membres de la famille qui les entouraient ne puissent l'entendre. « Mon cher Léon, que Dieu vous entende. Mais cette fois-ci, j'ai un très mauvais pressentiment. J'ai peur. » Le lendemain, le dimanche 25 novembre, Marthe lit dans le Petit Parisien qu'un jeune homme dans un taxi s'est tiré une balle dans la tête, boulevard Magenta. Son sang ne fit qu'un tour. Derrière cet anonymat, elle croit déceler Philippe, et aussitôt elle demande au médecin de famille, le docteur Lucien Bernard, d'aller procéder à la vérification à l'hôpital Lariboisière, où le suicidé avait été transporté dans un état critique. Le docteur Bernard, sitôt arrivé à l'hôpital, apprit que le jeune homme venait de mourir, et il reconnut le corps de Philippe. Le soir même, il était de retour rue Saint-Guillaume. Son visage était livide. À peine l'aperçut-elle, Marthe comprit et poussa un cri. Léon et un policier se précipitèrent afin de la soutenir. Elle tomba dans les bras de son mari, qui parvint à la ranimer et la transporter jusqu'à un canapé. Le suicide paraissait évident. Le corps de l'enfant fut rendu rapidement à la famille et aucune autopsie ne fut pratiquée. Le docteur Bernard, qui connaissait bien Philippe depuis sa naissance, confirma que c'était un cas pathologique. Marthe ne reprit réellement ses esprits qu'au bout de plusieurs heures. Après l'effondrement, ce fut la prostration, puis un sentiment confus de culpabilité. Quant à Léon, il marchait de long en large en rugissant comme une bête blessée. Puis il tomba dans un fauteuil en soupirant. « Ce malheureux enfant ne nous aura épargné à sa mère et à moi aucune douleur. » En fait, il paraissait davantage se lamenter sur lui que sur son fils. Le médecin ayant établi un constat dans lequel il soulignait que Philippe était dans un état d'irresponsabilité totale lors de son suicide, il eut droit à des obsèques religieuses à l'église Saint-Thomas d'Aquin, auxquelles assistèrent le président du conseil, Raymond Poincaré, et le député des Basses-Alpes, futur président du conseil, Paul Reynaud. Le 28 novembre, autour de Marthe et de Léon, se retrouvent les familles Daudet et Allard, dont Lucien Daudet, le frère de Léon, et ses amis Jean Cocteau et Raymond Radiquet, François Mauriac, Georges Bernanos et Joseph Kessel. Tous croient évidemment au suicide, même si Léon parlait, si on l'interrogeait sur le sujet, d'une méningite foudroyante, afin d'éviter toute manipulation politique. Ainsi aurait pu s'achever cette triste histoire à caractère totalement privé. Mais voilà que 2 jours après l'enterrement, Jacques Allard confie aux parents bouleversés
la conclusion d'une enquête secrètement menée par les camelots du roi. Philippe ne s'est pas suicidé, on l'a assassiné. Cette information fait l'effet d'une bombe auprès du couple. Au comble de la douleur, Marthe ne veut pas en écouter davantage. Mais Léon, dubitatif, décide en revanche d'en savoir plus, et avant de s'exprimer publiquement, attend les résultats concrets de l'enquête des camelots, non sans une certaine impatience, comme on peut l'imaginer. Le 1er décembre, nouveau coup de théâtre. Marthe reçoit une lettre de Georges Vidal, le jeune directeur du journal anarchiste Le Libertaire, dans laquelle celui-ci l'informe avoir reçu le 23 novembre la visite d'un jeune garçon, Philippe Daudet, venu lui demander de l'aide pour commettre un attentat contre Raymond Poincaré, Alexandre Millerand ou son propre père, Léon, dont il ne supportait plus le joug implacable. Philippe sympathisa rapidement avec Georges Vidal, qui n'avait que 5 ou 6 ans de plus que lui, et lui confia une enveloppe fermée, sans nom ni adresse, contenant une lettre, en lui disant « Tu la remettras à ma mère s'il m'arrive quelque chose. » Puis il lui remit quelques feuillets, lui demandant de les conserver. Il s'agissait des Parfums maudits, un recueil de poèmes qu'il avait rédigé la veille de son départ pour Le Havre. Une note était intercalée dans la liasse de poèmes contenant ces simples mots : « Pauvre papa, pauvre maman ». Philippe aurait donc rejoint les anarchistes et entendait faire parler de lui. Georges Vidal indiqua à Madame Daudet que son journal allait publier la lettre d'adieu à sa famille que Philippe lui avait confiée, ainsi que quelques-uns de ses poèmes, et lui dit qu'il considérait comme étant de son devoir de l'en informer avant qu'elle ne lise cette lettre dans Le Libertaire. Le même jour, en effet, l'article parut avec ce titre sensationnel à la une : « La mort tragique de Philippe Daudet, anarchiste ». Et en sous-titre : « Léon Daudet, son père, étouffe la vérité ». Tandis qu'elle lisait et relisait, incrédule, la lettre de Georges Vidal, Léon Daudet, qui se trouvait alors au siège de l'Action française, avait du mal à contenir sa fureur et son indignation en lisant Le Libertaire, qui venait tout juste de sortir et qu'un ami affolé venait de lui apporter. Voici la première ligne de la lettre que Philippe aurait confiée à Georges Vidal. Ma mère chérie, pardon pour la peine immense que je te fais, mais depuis longtemps j'étais anarchiste sans oser le dire. Je parlais de la fureur de Léon Daudet. Pourtant, sur un plan purement psychologique ou psychiatrique, rien de très surprenant. L'enfant, victime d'une éducation trop autoritaire de la part de ses parents, réagit souvent de façon brutale en prenant des positions extrêmes et en défendant des causes ou des idées diamétralement contraires à celles qui lui sont inculquées. D'après des psychiatres que j'ai interrogés à ce sujet, ces cas sont innombrables. Donc, rien de très étonnant, en réalité, qu'un enfant qui est, par exemple, élevé de façon rigide dans la foi catholique, devienne athée ou se convertisse à une autre religion. Ou bien, dans le cas qui nous intéresse, que Philippe, auprès de parents militants dans une organisation politique royaliste radicale, adhère en réaction à un mouvement que ses parents combattaient et qui se situe à l'autre extrémité de l'échiquier politique, à savoir la mouvance anarchiste. Mais pour Léon Daudet,
face à l'horreur de cette situation, la seule réaction qui convenait, et que l'on comprend aisément, était de tout nier en bloc. La lettre en question ne pouvait être qu'un faux. Il en était persuadé. Par ailleurs, Philippe n'aurait pu être embarqué dans cette galère que contre son gré, ou en subissant une pression considérable. Toute autre explication était inconcevable. L'article du Libertaire parut au moment même où Léon s'apprêtait à écrire au procureur de la République pour lui indiquer qu'il ne croyait pas à la possibilité d'un suicide et que son fils avait dû être victime d'une atroce machination. Le lendemain, 2 décembre, réponse en quelque sorte du berger à la bergère, l'Action française titrait « Une vengeance atroce! Philippe Daudet a été assassiné !» Le journal royaliste, s'appuyant sur l'enquête des camelots du roi, égrenait une suite de réflexions, de suppositions, d'analyses plus ou moins sujettes à caution, d'accusations graves de Charles Maurras. Rien de très probant toutefois, mais suffisamment d'éléments troubles pour jeter le doute dans l'esprit des gens. Le 3 décembre, Léon Daudet s'empare du dossier et porte plainte contre X pour détournement de mineurs et d'assassinat. Un juge d'instruction, M. Barneau, est nommé. Toute la presse nationale et même internationale fait retentir ce nouveau rebondissement comme un coup de canon. Face à la réaction de Léon Daudet, Georges Vidal ne se démonte pas. Pourquoi le nier? Philippe, pour lui, est un pur héros de l'anarchie et une malheureuse victime de l'infâme société que représente son père, qui doit être tenu pour responsable de sa mort en voulant essayer d'étouffer sa voix. Philippe a pris conscience des horreurs perpétrées par son père et par ses amis et a voulu, dans un premier temps, tenter de les réparer. Il voulait également venger le crime commis par les camelots du roi qui avaient assassiné sauvagement Marius Plateau, le secrétaire général du comité des camelots, en faisant disparaître l'un de leurs dirigeants. Dans un autre article du Libertaire, le 4 décembre, Georges Vidal revient à nouveau sur le geste de l'adolescent qui, n'ayant pas réussi à mener à bien son projet, se serait suicidé dans un moment de désespoir, non loin de la prison, où Germaine Berton était incarcérée. Germaine Berton est cette ouvrière métallurgique, militante syndicaliste CGT, qui avait rejoint le groupe des anarchistes individualistes du 14e arrondissement et écrivait dans le journal communiste Le Réveil, en août 1921, « La France, cette marâtre ignoble qui envoie ses fils crever sur les champs de carnage, est le pays le plus militarisé du monde entier. La République, cette salope aux mufles barbouillé de sang pourri, craint que les Français n'entendent les clameurs révolutionnaires du peuple russe. » Considérant que Léon Daudet était responsable de la mort de Jean Jaurès, dernier rempart contre la guerre, en 1914, elle avait élaboré différents plans pour l'assassiner. Mais elle avait finalement choisi Marius Plateau, le secrétaire général du comité des camelots du roi, cible plus accessible, qu'elle tua d'un coup de revolver. Défendue par l'avocat Henri Torres, alors membre du Parti communiste français, elle fut soutenue par le Libertaire qui organisa une campagne de solidarité menée par plusieurs militants anarchistes connus, ainsi que par les surréalistes, comme Louis Aragon, qui proclamait que face à un groupe qui menaçait la liberté, un individu pouvait recourir aux moyens terroristes, en particulier au meurtre, pour sauvegarder, au risque de tout perdre, ce qui lui paraît, à tort ou à raison, précieux au-delà de tout au monde. L'héroïque Germaine Berton,
comme l'appellera même le libertaire, surnommée également la Charlotte Corday des anarchistes, fera aussi l'objet d'un photomontage assez réussi, publié par la Révolution surréaliste, avec cette épigraphe de Baudelaire: la femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves. Comment un jeune garçon évanescent et sensible comme l'était Philippe Daudet ne serait-il pas tombé amoureux d'une telle icône qui, de son côté, aurait souligné, depuis sa prison, son admiration, je dirais plus, son amour pour le jeune anarchiste. Germaine Berton sera acquittée le 24 décembre 1923 et poursuivra ses activités politiques et syndicales qu'elle finira par abandonner en 1925 après s'être mariée. Dans ce même numéro du 4 décembre, une lettre de 11 surréalistes, dont Aragon, est publiée, qui commence ainsi: Nous sommes de tout cœur avec Germaine Berton et Philippe Daudet. Nous apprécions à sa valeur tout véritable acte de révolte. On imagine là encore la réaction de Léon Daudet qui parle de propos insensés et ignobles et commence alors à soutenir que Vidal n'a rien compris et qu'au contraire Philippe avait voulu s'introduire dans le milieu anarchiste pour le saborder de l'intérieur. Les faits tels qu'ils vont être rapportés au cours de l'enquête sur la mort de Philippe comporteront de nombreuses zones d'ombre et conforteront Léon dans sa certitude que son fils a bien été assassiné. Pourtant, avouera-t-il lui-même, sur le moment, le suicide d'origine morbide me parut certain. Au départ, la thèse du suicide était pour lui la seule à retenir. Elle coulait de source, elle s'imposait. Le suicide était d'ailleurs la conclusion de l'enquête de la Sûreté générale. Mais je pense que ce qui conduisit Léon à changer radicalement d'opinion, ce furent certainement des faits inexpliqués. Les nombreuses erreurs dans l'enquête, les multiples incohérences, mais aussi son tempérament, car de même qu'il ne subissait jamais passivement les attaques de ses adversaires politiques, il ne pouvait pas subir passivement ce malheur familial. Il vit alors dans cette affaire à la main d'une police politique. De la police politique, ce serpent de mer de nos sociétés modernes. La police politique et ses indicateurs. Son imagination débordante, sa peine incommensurable, sa certitude d'être la cible privilégiée de tous ses adversaires politiques, la victime d'un gigantesque complot destiné à l'abattre, lui et sa famille, ne pouvaient que le conforter dans sa conviction. Mais venons-en à présent aux faits précis. Ce sont en fait deux versions qui vont très vite s'opposer sur le déroulement même des faits. La version officielle, celle de la police, et celle de Léon Daudet et de ses amis de l'Action française. Voyons d'abord ce qui ressort de l'enquête policière. Philippe quitte donc la maison familiale le 20 novembre, vers 7 heures du matin, pour aller à l'école Bossuet. Il porte un pardessus gris et sa casquette habituelle. En réalité, il prend un train pour Le Havre. Là, il tente de s'embarquer pour le Canada sans succès, malgré les 1700 francs qui s'avèrent insuffisants pour acheter une traversée. Il essaie d'acheter une arme, mais c'est une nouvelle fois un échec. Il réserve alors une chambre à l'hôtel Bellevue et s'inscrit sous le nom de Pierre Bonchamp. Personne ne lui demande de pièce d'identité. Le gérant de l'hôtel Bellevue est toutefois intrigué par son comportement et à son départ il fouille minutieusement sa chambre. Il trouve alors dans une poubelle un brouillon de lettre dans laquelle il avait écrit: Mes parents chéris,
Pardon, pardon pour la peine que je vous ai faite. Quand vous recevrez cette lettre, je ne serai plus vivant. Ce brouillon, le gérant le communique au juge d'instruction, mais plusieurs mois après les faits, ce que contestera Léon Daudet, qui pense qu'il l'avait remis immédiatement à la police, ce qui aurait permis à celle-ci de le filer. Le 22, toujours d'après la police, Philippe est de retour à Paris où il se présente rue Louis Blanc sous une fausse identité, peut-être toujours sous le nom de Pierre Bonchamp, à Georges Vidal, qui, le prenant pour un illuminé, voire un agent provocateur, l'aurait gentiment reconduit, mais en faisant mine de le prendre au sérieux et en conservant la lettre et les poèmes. Philippe aurait alors été hébergé pour la nuit, toujours d'après le rapport de la police, chez un militant anarchiste à qui il aurait confié des histoires typiques de l'exagération de l'adolescence, notamment que son père le battait, le punissait trop sévèrement, le haïssait, et qu'il le haïssait lui et toute la bourgeoisie qu'il avait fui. À présent, il voulait se venger de tout le monde en commettant un crime éclatant. Mais, là encore, il n'aurait pas obtenu l'aide escomptée. Pendant ces 5 jours de fugue, Philippe aurait rencontré également l'explorateur Louis-Ferdinand Rouquette. Celui-ci venait de publier Le Grand Silence Blanc, qui avait connu un immense succès et en faisait le Jack London français. Ce même jour, il écrit une première lettre à sa mère lui annonçant « Depuis longtemps, j'étais anarchiste sans oser le dire ». Il rédige également 2 lettres à ses parents leur annonçant son suicide, sans les envoyer. Le samedi 24 novembre, il se rend boulevard Beaumarchais à la librairie d'un personnage trouble, appelé le Flautaire. Pierre le Flautaire, qui a été condamné par la justice pour vente de livres pornographiques à des mineurs. Dans sa librairie, un divan était installé au sous-sol, dans ce que Léon Daudet appellera la réserve obscène de le Flautaire. Ses clients pouvaient ainsi y lire confortablement installés des livres érotiques et faire, semble-t-il, tout ce qu'ils souhaitaient. Le Flautaire navigue allègrement entre 2 eaux. Il est membre de la Fédération anarchiste, qu'il fut, disait-il, la maîtresse de Germaine Berton. Mais il est aussi indicateur de police, son correspondant principal étant le contrôleur général Lannes, qui n'était autre que le beau-frère de Raymond Poincaré. Vêtu d'un pardessus raglant de couleur gris foncé et coiffé d'une casquette également grise, Philippe lui dit qu'il vient de la part de Georges Vidal, du Libertaire. Le Flautaire avait collaboré, après la Grande Guerre, au journal anarchiste, sous le nom de Flautaire. Il reçoit l'adolescent avec bienveillance. Philippe lui aurait d'abord demandé une édition illustrée des Fleurs du Mal, de Baudelaire. Puis, mis en confiance, il lui lance tout de go qu'il veut acheter une arme pour commettre un acte de propagande par le fait. Pour gagner du temps, le Flautaire lui demande alors de revenir l'après-midi afin de reparler de tout cela. Aussitôt celui-ci parti, il téléphone à Lannes pour lui révéler les intentions de l'adolescent qu'il considère comme étant visiblement dérangé. La police avait déjà été informée par d'autres indicateurs qu'il y avait à Paris un jeune homme qui se répandait sur ses intentions meurtrières, et elle organisa alors une souricière à la librairie pour l'après-midi. 11 policiers sont dépêchés sur place pour surveiller la boutique. Philippe y revient, comme convenu, vers 15 heures, mais il n'est pas interpellé. Il ressort 1 heure après de la librairie. Les policiers ne réagissent toujours pas. Il descend à pied jusqu'à la Bastille, aile un taxi et conduit par un certain Bajot
à qui il demande d'aller au cirque Medrano. Le cirque Medrano à Paris était alors situé en haut de la rue des Martyrs, à un endroit très proche du siège du Libertaire, rue Louis Blanc. À la hauteur du 126 rue Magenta, au carrefour de la rue Lafayette, Bajot entend un coup de feu et voit dans son rétroviseur son client s'affaisser sur le siège. Il arrête alors son véhicule devant le magasin de mercerie tenu par M. Monteux. L'un des employés du magasin, M. Zaffran, qui marchait sur le trottoir, confirmera lors de l'enquête. J'ai entendu le bruit d'une détonation comme un coup sec sur ma droite et vu un taxi ralentir puis s'arrêter. Le bruit de la détonation est également entendu par mademoiselle Lelièvre, employée de ce même magasin. Comme il se précipitait vers le taxi, Zaffran entendra le chauffeur expliquer à un passant, un policier sans doute, « Il s'agit d'un client qui vient de se tuer instantanément dans ma voiture. » Avant que le chauffeur ne referme la portière et reparte rapidement, Zaffran indiquera à l'instruction qu'il a eu le temps de voir un jeune homme de bonne mine et il ajoutera « Je l'ai pris pour un Américain ou un Anglais », allusion à sa tenue vestimentaire soignée pouvant le faire prendre pour un touriste distingué. Le taxi fila alors à toute allure jusqu'à l'hôpital Lariboisière. Philippe était à l'agonie, mais il ne serait mort en fait qu'à 18 heures. Voilà donc les faits tels qu'ils ressortent en tout cas de l'enquête policière, d'après le témoignage du chauffeur de taxi. La première bizarrerie dans cette affaire est la non-réaction des 11 policiers qui laissent sortir librement Philippe, dont ils ont le signalement et qui leur a été signalé comme armé et décidé à commettre un attentat. Voici à présent la version de Léon Daudet. Elle ne diffère pas fondamentalement de celle de la police jusqu'à l'arrivée de Philippe dans la librairie de Le Flaoutert. Pour Léon Daudet, Philippe aurait été identifié comme étant son fils dès son entrée dans la librairie, aurait été retenu par le Flaoutert, qui aurait même, selon certains, tenté d'abuser de lui. Mais l'enfant se serait défendu énergiquement, et au cours de la bagarre avec son agresseur, il aurait été blessé, voire même tué. La police, prévenue par le libraire, serait alors rapidement arrivée, et le chauffeur de taxi Bajot, complice de Le Flaoutert, aurait alors chargé le corps avec l'aide d'un policier qui prend également le taxi et le quitte avant qu'il arrive rue Magenta. Tout cela semble un peu tiré par les cheveux, mais certains propos ambigus de Le Flaoutert peuvent accréditer cette hypothèse. Autre hypothèse. À la suite de la mort de Philippe dans la librairie, policiers et anarchistes, craignant l'exploitation d'un tel décès à un tel endroit, évacuèrent l'enfant de concert dans le taxi et se mirent d'accord pour évoquer un suicide. Une chose est sûre, la thèse de l'accident, la bavure policière, lorsque Philippe entre dans la librairie, comme celle de l'assassinat d'ailleurs. La thèse de l'accident, comme celle de l'assassinat, sont tout à fait plausibles. Celle du suicide dans le taxi est selon moi peu vraisemblable. Elle a contre elle de nombreux faits établis par l'enquête et que l'avocat, maître Albert Wilm, député socialiste, expose ainsi dans le chapitre de son histoire de la Troisième République consacré à la mort de Philippe Daudet. Pas de balles dans le taxi, pas de fumée, pas d'odeur de poudre à l'intérieur de la voiture dont les vitres étaient relevées. Une douille retrouvée dans la voiture 9 jours après le drame, alors que cette voiture avait été lavée à grande eau et avait été remise en circulation. Pas de balles dans le canon du revolver automatique.
Pas de traces de poudre sur la main du suicidé. Peu de sang à la casquette. Pas de giclure sur les vitres ni sur les parois latérales du taxi. Aucune recherche sérieuse faite pour savoir qui était le jeune désespéré. Pas de papier dans son portefeuille. Plus de médaille, plus d'étiquette, plus d'initiales dans son pardessus. Plus de traces de son argent, sauf une somme de 80 francs. Maître Wilm était une personnalité éminente du barreau parisien, en même temps qu'un homme politique important qui joua un rôle notable dans le choix du sigle du parti SFIO. Il s'était prononcé dès 1906 contre la peine de mort et les syndicalistes, comme les grévistes, faisaient souvent appel à lui quand ils étaient poursuivis par la justice. Il défendait toujours et en toutes circonstances, en toutes occasions, la Troisième République, avec la même fougue que manifestait Léon Daudet pour la pourfendre. Il avait une réputation d'intégrité et d'impartialité que lui reconnaissaient même ses adversaires. Alors qu'une grande partie de la gauche soutenait, avec les anarchistes et le Parti communiste, la thèse du suicide ou celle de la bavure policière, il privilégiait la thèse de l'assassinat, comme on vient de le voir, et il fit part de son soutien à Léon Daudet. Outre Maître Wilm, deux autres importants journalistes de la gauche radicale, Edmond Duménil, directeur du Rappel, et Pierre Bertrand, rédacteur en chef du Quotidien, lui témoignèrent publiquement sa sympathie. L'assassinat, c'est ce qu'avait pensé tout de suite le président du Conseil, Raymond Poincaré, dont on a vu qu'il avait assisté aux obsèques de Philippe. Comme l'écrivit Léon Daudet, dans l'affaire de Philippe, Poincaré commença par montrer une émotion réelle et déclarer, en lisant l'effroyable lettre de Vidal à ma femme, « Cela sue le crime ». Mais dès que le bout du nez de la Sûreté générale et de son beau-frère Lannes apparut, il ne voulut plus rien savoir. De semaine en semaine, sa peur et sa colère, masquées d'impartialité, apparurent davantage. L'esprit de famille l'emporta en cette occasion chez lui sur l'esprit de justice et d'humanité. Si Maître Wilm penche vers la thèse de l'assassinat et rejoint ainsi l'opinion de Léon Daudet et des militants royalistes, il se garde bien toutefois de désigner les coupables, comme le faisait une partie de la droite, essentiellement par idéologie. Le moins que l'on puisse dire est que la personnalité de certains des acteurs de ce drame alimentait de façon troublante cette thèse de l'assassinat. Mais la justice elle-même apportait de l'eau au moulin des tenants de celle-ci. L'expert judiciaire que Léon Daudet qualifiait d'individu de sacs et de cordes qui truquait des pièces d'expertise pour argent comptant, traînait derrière lui une réputation de cupidité. Et il sera battu à mort 3 ans plus tard par un justiciable qui l'accusait d'avoir provoqué sa ruine avec une expertise truquée. Dans les premiers désignés par Daudet parmi les meurtriers de son fils, il y avait encore et toujours le chauffeur de taxi Bajot, mais celui-ci réfutait toute implication, même minime, dans la mort de Philippe. Il devint pourtant, au fil des mois et des années, la cible principale de Daudet, qui le considérait comme le complice de Leflauter et de la police, et peut-être même celui qui avait tué son fils. Une mystérieuse femme en noir que Bajot aurait transportée, selon lui, dans l'heure précédant le drame, et dont le témoignage aurait assurément balayé la thèse du crime, ne fut pas retrouvée. Néanmoins, peut-on en conclure pour autant, sans aucune preuve tangible, de la culpabilité de Bajot, même comme simple complice dans l'hypothèse d'un crime, comme ne craignait pas de le proclamer Léon Daudet.
Certainement pas. Par ailleurs, mais il faut bien en convenir, on voit mal Bajot, cet homme simple, sans aucune attache policière ou politique, jouer le rôle que lui attribuait Daudet. Mais, contre vents et marées, celui-ci n'en démordait pas, au risque d'être condamné par la justice pour diffamation envers le chauffeur de taxi. Et c'est bien ce qu'il advint, puisque en 1926, avant même que ne soit examinée sa requête en révision du procès, qui sera d'ailleurs rejetée, il fut condamné à 5 ans de prison ferme pour diffamation et 25 000 francs de dommages et intérêts au profit de Bajot. Le comportement de celui-ci, après l'affaire, semble écarter définitivement sa complicité dans la mort de Philippe. Il n'écrivit pas de livre à succès, n'entra pas dans la police, ne s'encarta pas un parti politique quelconque et reprit finalement le cours de ses affaires. Il continua à faire le taxi. Or, sans la complicité de Bajot, il faut bien dire que la thèse du crime ne peut tenir. Le 25 janvier 1925, Léon Daudet dépose une nouvelle plainte, qui, cette fois-ci, vise nommément un homme, le commissaire Colombo, en tant qu'exécuteur du crime, ainsi que 3 hauts fonctionnaires de la Sûreté générale, dont Lannes et l'énigmatique Le Flaubert. En juillet 1925, l'instruction retint définitivement la thèse du suicide et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur de Le Flaubert, des 3 fonctionnaires de police et du commissaire Colombo mis en cause par Daudet. Quant à la peine de prison à l'encontre de Léon Daudet, à la suite de sa condamnation pour diffamation, elle fut immédiatement exécutoire et il est donc arrêté manu militari le 13 juin 1927 et incarcéré à la prison de la Santé. Immédiatement, les camelots du roi organisèrent son évasion, une évasion rocambolesque. Le 1er août, affublé d'une fausse barbe, il est exfiltré vers la Belgique et il sera rejoint par sa femme et ses enfants. Son exil durera 29 mois, au cours desquels il voyagera, notamment à Londres, donnera des conférences, écrira beaucoup et à 61 ans se découvrira une nouvelle passion pour le cinéma. Gracié par le président du Conseil, Édouard Daladier, en décembre 1929, il rentre à Paris avec quelques kilos de trop et vivra jusqu'à l'âge de 74 ans. Une attaque cérébrale l'emporte en juin 1942. Tout le reste de sa vie, depuis ce tragique 28 novembre 1923, il sera hanté par le souvenir de Philippe. Mais jamais il ne se posa la question de savoir s'il n'avait pas une part de responsabilité dans ce drame. Quelques jours avant sa mort, pourtant, il aurait confié à Marthe: « Le seul vrai responsable de la mort de notre pauvre enfant, c'est moi. Par vanité, j'ai voulu le façonner à mon image. Je n'ai fait que le démolir. Quel épouvantable gâchis !» En France, au fil des semaines, des mois et des années, malgré le jugement de 1926 concluant au suicide, la thèse de l'assassinat finira par s'imposer dans une partie de l'opinion publique et les polémiques et les procès en cascade se succédèrent encore longtemps dans un climat délétère. En janvier 1930, outré de voir le petit-fils d'Alphonse Daudet continuer à être un enjeu politique et régulièrement manipulé par les uns et les autres pour servir leurs causes respectives, les maires d'un certain nombre de communes du pays d'Arles, de tous bords politiques, signèrent une pétition commençant par cette exhortation: « Laissez reposer en paix ce malheureux enfant. »
elle fut envoyée au président du Conseil, André Tardieu, à l'Action française, aux Libertaires, aux principaux journaux, aux présidents des grands groupes politiques à l'Assemblée et à la famille Daudet. Pour des milliers de Provençaux, mais aussi de Français, il était grand temps d'en finir enfin sur les polémiques, les insultes, les calomnies, et de penser au malheureux Philippe, victime depuis tant d'années de cette marée de haine et de fanatisme qui ne pouvait qu'entretenir la division et la méfiance au sein de la société française. Laissez reposer en paix ce malheureux enfant. Comme l'écrivit fort justement le romancier belge Paul Couturiot, auteur d'un roman sur Philippe Daudet, Je partirai pour les terres lointaines, titre de l'un des poèmes du jeune garçon. Philippe Daudet était un poète et un rêveur, fait pour vivre dans sa tête, pas dans un monde brutal et sordide comme le nôtre. Ses vers sont sombres, tourmentés à son image, victime d'une éducation qu'il rejetait, écrasé par un patronyme trop lourd à porter et par la forte personnalité de son père, Philippe Daudet est passé à côté de sa vie. Il aspirait à vivre dans le grand Nord canadien, ces contrées où il pensait pouvoir enfin goûter le grand silence blanc au contact d'une nature sauvage, loin des hommes dits civilisés, de leur magouille, de leur hypocrisie et de leur brutalité, loin d'un monde terriblement matérialiste et violent. Son infinie candeur, comme son mal-être, sont extrêmement touchants, et ses efforts puérils pour réaliser son rêve sont émouvants. Mais lui qui a vécu dans un cocon ou dans un carcan, sans doute les deux, ne connaissait rien du monde et de son fonctionnement. C'est sans doute la principale raison de son échec. Son odyssée ne dépassera même pas le Havre. Alors il a recherché un idéal meilleur sur place, en quelque sorte, et a tenté sa chance chez les anarchistes. Mais il sera sans doute manipulé par les uns et par les autres, et ne parviendra jamais à reprendre son destin en main. Bien pire, après sa mort, il sera plus que jamais ce qu'il a refusé d'être de son vivant, un instrument que chacun utilise à sa guise. Cela est d'autant plus effrayant que, quand on y réfléchit, le contexte ne faisait que favoriser cette situation dramatique. Dans les années 20 qui suivirent la boucherie de la Grande Guerre, Mussolini triomphe en Italie, à la tête d'un État fasciste. La Russie est devenue l'Union soviétique, et un événement encore insignifiant, le putsch de la brasserie, se produit à Munich 2 semaines seulement avant la mort de Philippe. Beaucoup de petits Philippe partiront alors à la recherche d'un monde meilleur, un monde idéal. Beaucoup partiront aussi en quête d'une cause à laquelle se raccrocher et connaîtront une terrible désillusion après être tombés de Charybde en Scylla. C'est là que nous touchons du doigt la différence profonde qui existe entre idéal et idéologie. Je vous remercie.